Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 décapant de la ville de Québec, Québec City, Rock City. Night Train au micro, on part ça. Notre sujet, dans l'univers politique dans lequel nous devons malheureusement, pour beaucoup d'entre nous je crois, vivre, pour ne pas dire endurer, avouons que les chefs politiques au niveau du gouvernement provincial, prenons cette plateforme-là, c'est suffisant. Donc nos chefs politiques, je pense, n'emballent pas plus que ça la population, le monde ordinaire. Je pense pas qu'il y ait personne qui soit particulièrement emballé, motivé, stimulé, ébahi par les chefs des trois partis politiques provinciaux actuellement, Philippe Couillard, François Legault et Jean-François Lisée. Alors, vous savez, c'est pour ça qu'on fait de la radio, entre autres. C'est pour être capable d'arriver avec une proposition, des choses qui peuvent peut-être amener des discussions, du brassage d'idées, puis peut-être qu'il y a une radio terrestre qui va à un moment donné reprendre l'idée d'une radio web pour être capable de la faire cheminer un peu plus, plutôt que d'avoir le web comme un concurrent, puis de voir peut-être justement en fonction de la qualité de l'idée, quelque chose qu'on devrait pousser, promotionner, avancer par en haut. Puis là, on a une proposition intéressante. Nous, c'est qu'en le fond, on va faire le portrait robot du chef politique que nous croyons, nous, à B52, que les gens attendent. Donc, c'est quoi les principales caractéristiques du profil de chef de parti politique que les gens du Québec attendent pour nous sortir, je dirais, de la torpeur actuelle, puis surtout de la situation économique très, très préoccupante qui est celle qui prévaut actuellement. Alors, on va passer en revue des principales caractéristiques. On a fait le tour d'un paquet d'informations, de sources d'informations, consulté des gens, puis on est arrivé avec un... C'est comme quand les policiers cherchent un malfrat, un malfaiteur, quelqu'un, tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui l'a vu un petit peu dans la pénombre, puis là, il dresse un portrait robot, hein, pour essayer de trouver le malfaiteur en question ou le brigand. Ben, nous, on va faire le portrait robot du chef politique qui pourrait peut-être nous sortir de l'ornière, puis nous sortir un petit peu du fossé dans lequel on s'enfonce, pour pas dire les sables mouvants dans lesquels on cale. Alors, commençons par la première caractéristique. Ça prendrait quelqu'un qui, en termes d'âge, entre 35 et 45 ans. Donc, de la relève. Quelqu'un d'une autre génération que les politiciens actuels, les chefs actuels. Quelqu'un donc qui va arriver avec une nouvelle vision, des nouvelles valeurs, quelque chose du sang neuf, bref. Donc le but c'est pas de faire de l'âgisme, comprenons-nous là. Ici on a le respect de tout le monde, là, que quelqu'un ait 80 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Tout le monde est important. Puis tout le monde a des bonnes idées, puis je pense que c'est important d'être inclusif, puis de respecter toutes les personnes, puis surtout pas de catégoriser les gens en fonction de l'âge. C'est une erreur. Les Japonais ont compris ça en passant. On en reparlera. Mais pour ce qui est d'ici, là, actuellement, on a besoin de quelqu'un qui est d'un profil différent des chefs qu'on a traditionnellement, qui sont toujours des gens pas mal toujours dans la même strate d'âge, un peu plus avancé, un peu plus âgé. Là, ça ferait du bien d'avoir quelqu'un qui est entre 35, 45, 47, tu sais, dans ce coin-là, pas plus que ça. Quelqu'un, donc, qui est dans soit génération Y ou X, là, puis qui va nous arriver avec une impulsion nouvelle. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, surtout, ça prend quelqu'un qui a une vision d'ensemble du Québec, qui a une bonne vision de l'ensemble, je dirais, de la situation au Québec, tu sais. Sur le plan économique, d'abord et avant tout, c'est bien sûr, mais aussi des autres enjeux. Puis donc, quelqu'un qui a une vision qu'on appelle systémique, complète là, de ce qui se passe un peu partout dans la province, de façon à être capable d'avoir une approche puis des politiques qui vont permettre
de toucher à tous les aspects qu'on doit adresser lorsqu'on est premier ministre du Québec. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une espèce de vue globale et synthèse des choses. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, puis très franchement, on aurait pu la mettre en première parce qu'ici, B52, c'est un des clous qu'on martèle sans arrêt, l'économie, business, finance. Donc, ça prend quelqu'un qui est fort, qui est qualifié en économie, en finance publiques. Quelqu'un qui a des études là-dedans, quelqu'un qui a de l'expérience de travail là-dedans, pas juste de la théorie. Donc, quelqu'un qui va être capable de s'attaquer au nerf de la guerre de nos problèmes, qui est, selon nous, économique. Et pour ça, ça prend quelqu'un d'autre que les profils habituels que l'on a. Actuellement, on a un médecin, on a eu... vous savez, on a des avocats, on a toutes sortes de monde, là, qui sont des professeurs. Et là, ça serait le temps d'avoir, pour une fois, quelqu'un qui est solide en finance, en business. Quelqu'un, idéalement, qui vient du monde de la business aussi et qui, donc, a eu les deux mains dans le moteur au niveau des chiffres, au niveau de c'est quoi la rentabilité, au niveau de c'est quoi équilibrer des budgets, puis quelqu'un donc qui a en lui, dans son ADN, cette espèce de nécessité-là de gérer des budgets comme un bon père de famille. Pour une raison ou pour une autre, on n'est pas capable d'avoir aucun PM qui est fort, qui est qualifié, qui est compétent en chiffres, en business, en économie. Bon, là, je pense que c'est le temps ou jamais. On est rendu à croiser des chemins d'une certaine façon. Ça nous prend un PM qui va être solide là-dedans. OK? Donc, c'est la troisième caractéristique. Une autre caractéristique très, très importante, ça prend quelqu'un qui va être capable de s'attaquer à ce qu'on appelle, nous, à B52, le clan de la santé, du domaine de la santé. Donc, quelqu'un qui va avoir le courage d'affronter les différents groupes d'intérêt, groupes de pression, lobby, syndicats, appelez ça comme vous voulez, monopole, tout ce beau monde-là, là, tricoté serré, là, qui est plus fort que l'État quasiment, puis qu'on appelle le système de la santé. Les médecins, bon, etc. Donc, il va falloir que ça vienne d'en haut complètement, si on veut casser ce système-là, puis en haut complètement, c'est le PM. Donc, ça a l'air de rien, là, mais ça demande quelqu'un qui va être capable de vraiment se tenir debout, quitte à ne pas être populaire, quitte à ce qu'il y ait un peu à ce que ça bardasse un peu, peu importe, mais qui va être capable de s'attaquer à ce qu'on va appeler poliment avec, et c'est un euphémisme, là, le clan tricoté serré des principaux acteurs qui dominent, qui dirigent le domaine de la santé. C'est pas le gouvernement qui dirige, c'est eux autres. Autre caractéristique, ça va prendre quelqu'un qui va être capable de faire une certaine job au niveau de l'État, au niveau des services de l'État, des services publics, qui va permettre à la fois de délester des services qui sont beaucoup trop coûteux, surtout par rapport aux estimés qui avaient été faits lorsqu'ils ont été créés. Pensons juste à l'assurance médicaments et au CPE, au Centre de la petite enfance. Donc, quelqu'un va être capable de délester des services, être capable de dégraisser des services, être capable de dégraisser la machine étatique dans son ensemble, mais en même temps, dans la même foulée, dans le même élan, être capable de revaloriser la fonction publique. Parce qu'on a du bon personnel, des bons fonctionnaires. Il y en a plusieurs qui mangent leur pain noir, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas travailler, puis c'est pas parce qu'ils sont pas qualifiés. C'est en haut que ça se passe, je l'ai souvent dit. C'est bien plus en haut, les sous-ministres puis des politiciens qui figent la machine complètement ou qui orientent la machine vers des objectifs puis des dossiers qui sont sans importance ou qui sont, je dirais, sans bénéfice. Tu sais. C'est pas de la faute des fonctionnaires. Donc, être capable à la fois d'optimiser, alléger les affaires d'État, les services publics, tout en revalorisant le personnel de la fonction publique et le rôle de la fonction publique dans une société qui est très important. Et c'est pas une mince tâche. Mais pour ça, encore une fois, il faut que ça vienne d'en haut complètement, donc du PM.
Donc, c'est beau d'être extrêmement ferré sur le plan économique, mais il faut également avoir une sensibilité puis une ouverture par rapport à la nécessité de se doter d'une fonction publique efficace, efficiente, tout en étant plus économique. Une autre chose qui est importante du chef politique idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui va être capable de prioriser et d'accompagner et soutenir ce qui manque cruellement à l'économie du Québec, l'investissement privé. On en parle rarement de ça, vous savez. On va souvent entendre parler d'investissement dans les nouvelles. Hein? Vous allez dire, Hydro-Québec va investir, la SAC va investir. Excusez-moi, là, mais tous les organismes publics, les ministères, les organismes publics, péripublics, là, qui sont financés finalement par les sous de monsieur, madame, tout le monde, donc de l'ensemble des payeurs de taxes du Québec, ben pour moi, c'est pas des investissements, ça. C'est des dépenses publiques. Alors, je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à ce que c'est un investissement. Donc, je trouve que c'est une insulte à l'intelligence des Québécois et des Québécoises d'appeler ça un investissement. Tu sais, je sais pas, moi, l'ouverture de succursales par la Société des alcools ou encore, je sais pas, moi, le développement, l'harnachement d'une rivière par Hydro-Québec, des choses comme ça. Et Hydro-Québec ne fait pas des bénéfices. Hydro-Québec, c'est pas une compagnie privée. C'est une compagnie publique qui est financée par nous autres. Le jour qu'on arrête de mettre dans nos poches, payer le salaire du monde d'Hydro-Québec, il n'y en a plus d'Hydro-Québec. La tour qui est à Montréal, elle s'écroule à terre, comme un château de cartes. OK? Donc, c'est pas des investissements. C'est des dépenses publiques. Ce qu'il faut faire, je le reviens, c'est d'avoir un PM qui comprend que ce qui manque cruellement dans l'équation au niveau de la santé économique du Québec, c'est l'investissement privé. Je répète, l'investissement privé. Il faut absolument qu'on mette la pédale au fond pour solliciter et accroître l'investissement de corporations privées au Québec. Puis il n'y a pas de petits investissements en passant. Je pense pas juste nécessairement à des multinationales ou des choses comme ça. Là. Oui, bien sûr, elles sont bienvenues, mais l'ensemble du portefeuille d'investissement privé doit être rehaussé et grandement. C'est ce qui manque cruellement à l'économie du Québec. C'est ce qui fait qu'on est obligé de prendre une hypothèque pour payer notre pain puis notre beurre puis notre beurre de peanut. Fait que c'est pas très beau. Fait qu'il faut absolument donner une poussée forte là-dessus. Donc, ça prend un PM qui va devenir également une espèce de promoteur, de démarcheur pour être capable d'aider le Québec à tirer son épingle du jeu sur le plan de l'investissement. Autre caractéristique importante, ça va prendre quelqu'un qui est ouvert sur le dossier du pétrole. Bon. Et il va falloir qu'on comprenne qu'à un moment donné, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On a un potentiel d'exploitation pétrolière qu'on n'a pas encore précisément quantifié et qualifié là, dans les deux cas. Ben, ça serait bon là, que dans le coin de l'île d'Anticosti, puis il y a peut-être d'autres spots, ben, qu'on aille au fond des choses, puis qu'on back l'exploration du potentiel pétrolier au Québec. T'sais, si on arrive à identifier une source de pétrole qui est exploitable et rentable, pourquoi on s'en priverait? T'sais, pourquoi on s'en priverait? Pour des raisons écologiques? J'espère que non. Bon, mais allons au fond des choses, plutôt que de s'astiner tout le temps avec le BAP, puis là, l'écologie, puis Steven Guilbeault, puis toute la gang de verts, puis tout ça. Moi, j'ai rien, je veux pas scraper l'environnement, comprenons-nous, là. Mais il y a l'exploitation pétrolière un petit peu partout dans le monde. Puis nous, on est économiquement très affaiblis. Si on pouvait trouver une source de revenus au niveau de l'exploitation pétrolière, je pense qu'elle serait bienvenue. Ça permettrait, entre autres, d'être capable de faire le troisième lien, des projets d'infrastructure qui vont coûter des milliards, pour lesquels on n'a pas de maudite scène actuellement. Parce que quand on sort nos poches du fond de nos culottes, là, puis qu'on les shake, là, il n'y a rien qui sort à part de la petite poussière. Il n'y a même pas un sous-noir dedans. On est cassé comme des clous, on est des mendiants. Fait que, oublions les grands rêves, le troisième lien, RCRB, puis c'est ici, puis c'est ça. Moi, ça me fait bien rire. On n'a pas de maudite scène. Moi, quand je m'en vais me promener dans le garage Porsche, c'est juste pour s'aîner. J'ai pas de maudite scène pour acheter ça, là. Comprends-tu? Fait que là, je m'en retourne dans ce temps-là à ressourcerie. Puis je regarde qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. Donc, je comprends, c'est une caricature, mais à peine, là, faut avoir les ambitions à la hauteur de nos moyens. Fait que si on va avoir des grandes ambitions, il faut se donner des grands moyens. L'exploitation pétrolière nous permettrait d'accroître nos moyens financiers, notre capacité financière, puis surtout d'assainir
nos finances publiques puis l'état de notre économie. Dernier élément très important qui, lui, est peut-être intangible pour bien du monde, un petit peu conceptuel, c'est qu'il faut absolument que le prochain chef politique priorise la réduction de l'endettement du Québec, de la dette du Québec. Il faut s'attaquer à ça à un moment donné. Tu ne peux pas indéfiniment laisser la dette augmenter. C'est comme pour une dette personnelle. Parce qu'à un moment donné, tu as un rappel des marges, tu as un rappel des emprunts, tu as un rappel de tout, puis là, ils te mettent soit en faillite, ou soit en consolidation de dette, ou en tutelle. Dans les deux cas, c'est pas jojo. Fait qu'essayons donc pas de se rendre jusque-là en étant intelligent, puis en commençant à réduire, dans le fond, notre niveau d'endettement pour pas hypothéquer non plus le futur des jeunes générations qui vont nous suivre. Il me semble que ça serait responsable de faire ça. On est imputable, oui, de l'actuel, mais surtout aussi également du futur de notre société, puis des gens qui vont nous suivre, des jeunes qui s'en viennent. Alors voilà le portrait robot du chef politique que je pense que tout le monde souhaite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais savoir vos commentaires à radio B52 @outlook.com. C'était Radio B52. Night Train.